Chers amis auditeurs, bonjour, vous êtes bien sur Tokyo Radio et je suis en compagnie aujourd'hui de Jonk. Bonjour. Bonjour Jonk, comment vas-tu ? Très bien, merci pour l'invitation. Donc Jonk est photographe et nous allons découvrir une activité de la photographie dont on parle, dont certains initiés connaissent très très bien, mais peut-être que la majeure partie des photographes ne connaissent pas tant que cela. On parle d'urbex, on parle de lieux insolites, de lieux abandonnés, on parle de nature qui reprend ses droits. Comment résumerais-tu ton métier ? Alors effectivement, l'urbex, c'est un petit peu la case dans laquelle on aime bien mettre ce que je fais. Moi, je me considère comme photographe de lieux abandonnés. Après, avec le temps, effectivement, j'ai appris à aimer telle ou telle chose dans cet univers et je me suis, entre guillemets, spécialisé dans les lieux repris par la nature. Mais voilà, je suis photographe de lieux abandonnés. Et ces lieux abandonnés, tu vas les chercher comment ? Où ? Comment les découvres-tu ? Alors, je vais les chercher partout dans le monde. Et comment je les découvre c'est un peu le côté fastidieux de la chose. C'est beaucoup de recherches sur Internet, sur des vues satellites. Bon, c'est pas la partie la plus intéressante à parler, mais voilà, c'est, on va dire, beaucoup de recherches. Puis bon, je commence à être un petit peu suivi, donc des gens viennent me voir en me disant tel endroit, j'ai découvert par hasard tel lieu, dans le village où je vais en vacances, dans le village de ma grand-mère. Donc voilà, on vient et on me donne des lieux. Un petit peu suivi, enfin t'es quand même oui, modestement, mais 25 000, 30 000 voilà, dans ces eaux-là. Followers sur Insta. Voilà. Et donc voilà, c'est suffisamment, en tout cas pour que régulièrement quelqu'un vienne me voir en me disant voilà, tiens, si ça peut t'intéresser, tel ou tel, par ici une église abandonnée, par ici une école abandonnée, un château, une maison. Et très bien, moi ça me fait gagner du temps. Qu'est-ce qui t'attire dans ces lieux ? Alors, j'ai appris à le découvrir au fil du temps, mais ce qui m'attire, ce qui me passionne même, c'est de voir l'impact du passage du temps. Moi, quand je vois un mur qui a connu plusieurs couches de peinture et qui est écaillé, justement par le temps, donc ça, et qui laisse découvrir la couche N-1, N-2, N-3, donc tu as tout un dégradé de teintes, et moi je trouve ça magnifique. Donc ça c'est pour la peinture écaillée, mais aussi pour le fer rouillé, tu as toujours des teintes du marron au noir, une plaque de fer est pour moi 1000 fois plus intéressante à voir et à photographier qu'une plaque de fer rouillée, je veux dire, qu'une plaque de fer neuve, il n'y a pas photo. Et puis comme autre marqueur du temps qui est passé, donc voilà, la peinture écaillée, le fer rouillé et la nature qui reprend ses droits, ça c'est vraiment le marqueur le plus intéressant. C'est pour ça d'ailleurs que voilà, au fil du temps, ça m'a pris quelques années, mais je me suis vraiment rendu compte que c'est ça qui me plaisait le plus. Et maintenant, c'est vraiment mon sujet d'ailleurs, pas majeur, mais tout court, parce que je photographie pas grand-chose d'autre. Donc les lieux abandonnés repris par la nature. Et donc voilà, c'est ce retour de la nature, c'est vraiment le marqueur à la fois donc beau, hein, il y a un aspect esthétique, mais il y a aussi un aspect philosophique. Donc je pense qu'on en parlera peut-être plus tard, parce que si je commence à parler de ça maintenant, tu vas plus en parler pendant rien. Je te couperai, vas-y. Bon, donc voilà, ce sujet, il y a une première lecture, on va dire, esthétique, parce que bon, je suis photographe, donc il faut quand même que je vive et que je vende des photos. Donc si je commence à vendre des photos de morgues abandonnées, sombres, je suis pas sûr que je vais en vendre beaucoup. Donc il y a quand même une dimension esthétique où j'essaie de photographier de beaux lieux avec voilà, la végétation qui reprend, qui crée vraiment des décors, de beaux décors. Après, la beauté, c'est très subjectif. Moi, je trouve ça beau. Bon, ceux qui achètent, j'imagine aussi. Peut-être que d'autres personnes vont pas du tout être sensibles à ça et jamais de la vie songeraient à acheter une photo de ce genre. Mais bon, chacun ses goûts, on va dire. Donc voilà. Et quand tu prends en photo un grand palais italien abandonné depuis des dizaines d'années et complètement envahi par la nature, c'est beau. Je sais que ça va se vendre. Quand je photographie, ce que j'ai fait par exemple, pas plus tard qu'il y a quelques jours, une usine, voilà, du béton, enfin surtout des volumes, pas forcément. Il peut y avoir du cachet, du béton écaillé, enfin du béton un peu usé. Il y a un cachet, mais c'est pas forcément un lieu qui va parler aux gens et dont ils vont vouloir un tirage chez eux. Donc effectivement, les palais italiens, c'est beaucoup plus propice à vendre des tirages, hein, clairement, des jardins d'hiver, des serres, des choses comme ça, des châteaux, plus que des églises, des écoles, des hôpitaux, des usines. Il y a clairement des types de lieux qui sont propices à faire des photos qui se vendent, ça c'est sûr. Et donc au-delà de la première lecture esthétique, on va dire, il y a une dimension plus philosophique, plus profonde,
Et donc là, c'est sur la place de l'homme sur Terre, sur notre relation avec la nature, sur ce qu'on laisse, parce que ces lieux, voilà, on les a construits, on les a abandonnés. La nature les reprend. Avec le temps, ces lieux disparaîtront. C'est une question de temps. Voilà, cette série donc, qui s'appelle Naturalia, Chronique des ruines contemporaines, je la présente toujours de manière chronologique. C'est-à-dire, les premières photos de la série, c'est toujours, on va dire, un élément extérieur, une voiture, une statue dans un jardin donc, qui sont repris. Après, donc, c'est les façades. La nature qui, après avoir repris, on va dire, le jardin va se rapprocher de la construction. Donc, il reprend, donc il grimpe sur la façade. L'étape d'après, c'est vraiment du lierre qui va rentrer par la fenêtre. L'étape encore d'après, c'est de la végétation qui pousse vraiment à l'intérieur. Donc là, c'est des pièces avec des arbres, des choses comme ça. Et l'étape d'après, c'est le lieu qui commence à s'écrouler. Et alors, et la suite, pour le coup, là, je montre plus de photos parce que ça devient plus très photogénique, mais c'est un tas de gravats, on va dire. Et l'étape encore d'après, c'est un terrain vague où la ruine est en dessous. Et là, on pense aux fouilles archéologiques, et aux civilisations passées dont on découvre les traces en creusant le sol. Donc voilà, évidemment, ces deux étapes-là, les deux dernières, je ne les montre pas. Mais il y a quand même une notion de chronologie, et du coup, on réfléchit parce que voilà, c'est la suite logique en fait de tout abandon. C'est l'écroulement, l'enfouissement. Et d'ailleurs, je finis toujours, quand j'écris sur ce thème, je finis toujours par la phrase qui est « Quand la nature et le temps auront repris ce que l'homme abandonne, que restera-t-il de notre civilisation ?» ou de nos civilisations. Parce que voilà, clairement, un lieu est écroulé, un lieu est enseveli, qu'est-ce qui reste ? Un de nos amis communs à l'Extrême, qu'on salue, absolument, qui m'a dit, dans ce métier, dans cette activité de photographe urbex, il y a une règle absolue à respecter. Peux-tu nous dire laquelle ? Alors, je ne sais pas laquelle il parle, mais il y en a plusieurs. Bon, disons que une des règles, c'est de ne pas dévoiler l'adresse des lieux parce qu'on ne veut pas que des gens mal intentionnés s'y rendent pour casser, pour voler, pour taguer. Une autre règle, c'est de ne rien prendre. Voilà, parfois, moi, je visite des châteaux avec c'est incroyable ce qu'on peut trouver, du mobilier extraordinaire, des cadres incroyables, des lustres incroyables, même des objets. Une autre règle, c'est de ne pas bouger les choses parce que, bon, il y a des ruines où clairement il n'y a rien à toucher. J'ai visité vraiment il n'y a plus que les murs et des arbres au milieu. Donc là, bon, la question ne se pose pas. Mais encore une fois, quand des châteaux, des maisons qui peuvent être vraiment remplis, clairement. Alors moi, le maximum que je fais, c'est quand j'ai un objet, une chaise ou une table qui est à moitié dans le cadre, à moitié pas dans le cadre, bon, je la mets soit dehors, soit dedans. J'aime pas quand c'est coupé, mais c'est vraiment le maximum que je fais. Voilà, ça c'est une troisième règle. Après, bon, moi, les règles, c'est un peu comme en photo, je les connais à peine, et alors de là les respecter. Mais cela dit, ah oui, non, alors évidemment, une règle essentielle aussi, c'est de ne pas fracturer pour rentrer. Ça me paraît évident, mais je suis quand même assez fier de le dire parce que c'est pas du tout le cas de tous mes confrères. C'est que voilà, donc clairement, je ne fracture pas. Moi, j'ai déjà fait des centaines de kilomètres, me retrouver devant porte close et voilà, on fait demi-tour, on va à l'étape au point suivant. Mais non, je fracture pas parce que je me fais régulièrement attraper. Et il m'est jamais rien arrivé en termes de poursuite parce que voilà, à chaque fois j'étais capable de dire voilà, vous voyez, je suis rentré par là, il y a un trou dans le grillage, là il y a une fenêtre qui était ouverte, vous voyez bien que ça fait 10 ans qu'elle est ouverte, donc ça c'est quand même essentiel de pouvoir dire qu'on est rentré sans fracture et c'est la base. Et qu'on a touché à rien. Voilà, touché à rien. Bon, après ils voient que moi j'ai mon sac photo, plusieurs fois j'ai été amené à l'ouvrir, voilà, ils voient un objectif, un boîtier supplémentaire, ils voient des gants et une lampe frontale. Voilà, il n'y a rien de... De toute façon, il n'y a pas de place pour mettre quoi que ce soit dans mon sac photo, donc la question ne se pose pas non plus. Autre que du matos. Voilà, exactement. Tu t'équipes, parfois tu dois t'équiper C'est une expédition ? C'est une expédition, clairement. Alors l'expédition, ce qui est aussi bien avec cette activité, c'est que les lieux que je visite, il y a une gamme très large de lieux, on va dire, ça va de la balade dans un parc et au milieu, il y a une ruine. Donc là, c'est vraiment balade dominicale. Moi, je pourrais faire ça avec ma femme et mon chien, si j'avais un chien. Et ça va, par contre, à l'autre opposé, c'est vraiment l'infiltration militaire. Et alors là, c'est vraiment préparation, donc talkie-walkie, oreillettes, jumelles thermiques, vraiment commando. Là, ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai l'exemple parfait de ça, c'est Baïkonour. J'ai infiltré le cosmodrome de Baïkonour, donc il y a un site actif. Il y a régulièrement des lancements qui sont faits de Baïkonour au Kazakhstan. Et donc là, il y a évidemment des patrouilles. Et donc là, il a fallu vraiment marcher de nuit 20 km avec de quoi boire et manger pendant 3 jours en autonomie. Donc j'avais un sac de
25 kilos, 9 bouteilles d'eau, tout le matos photo. Et puis donc voilà, on a matériel, vraiment infiltration militaire. Hein, je vous dis, jumelles thermiques, il fallait surveiller les patrouilles. Donc là, tu n'étais pas autorisé à rentrer. Non. Bah, en fait, je suis jamais autorisé à rentrer. Là, c'est un site militaire russe. C'est un site militaire russe, du coup. Ouais. Fallait pas se faire attraper. Bon, après, c'est un lieu... Bon, moi, j'ai fait ça quand même il y a très longtemps, de 2019, je crois. Il n'y a pas grand monde qui l'avait fait avant. Bon, depuis, il y a eu un petit peu de passage, même si, bon, ça reste quand même le Graal. Pas grand monde y allait, hein, clairement. Certains se sont fait attraper, parmi même les gens que je connais, donc je sais qu'ils n'ont pas spécialement eu de poursuite, parce qu'à partir du moment où on peut montrer que voilà, on est photographe, on est venu là pour faire des photos, encore une fois, on n'a rien cassé. Il y a aussi un peu l'aspect diplomatique là, qui rentre en cause, on est français, on est voilà... Bon, un Kazakh qui se fait attraper à Baïkonour, il n'a pas du tout les mêmes... c'est pas la même limonade, hein, pour lui, mais voilà, on dit qu'on est français, nous, mais c'est les gens à qui c'est arrivé, voilà, ils ont été mis dehors, et puis une petite tape sur les fesses, et puis... Ce serait peut-être différent aujourd'hui. Effectivement, il y a eu quelques visiteurs après moi. Peut-être qu'ils en ont un petit peu marre. D'autant qu'il y a un Français qui est mort le mois dernier là-bas, en voulant aller justement photographier les navettes abandonnées. Et donc peut-être que ça les a un peu secoués pour peut-être être un peu plus vigilants pour éviter que ce genre d'actualité un peu... c'est pas une bonne pub hein, pour eux. Donc c'est peut-être un peu plus compliqué depuis quelques semaines. Ouais. Y a-t-il des sites que tu rêverais de visiter, que tu n'as pas encore parcouru? Alors, il en reste plus beaucoup parce que ça fait quand même longtemps que je fais ça, puis j'ai quand même énormément voyagé. Mais, combien de pays tu t'es rendu? Alors j'ai arrêté de compter, mais autour de 70. Pour les photos de lieux abandonnés, sinon beaucoup plus pour on va dire le voyage, mais pour les lieux abandonnés, 71, 12, je sais plus trop. Et donc les lieux de mes rêves, il y en a un en fait où je suis allé en fait, mais bon, pas comme j'aurais voulu, mais c'est Ashima au Japon, qui est une île très connue. Si vous avez vu le James Bond, je sais plus trop lequel, peut-être Casino Royale. C'est l'île à la fin où Javier Bardem. Ah oui, je vois très bien. Voilà. Et donc moi j'y suis allé. C'est pas un décor alors? Non, c'est une île qui existe au Japon, c'est au large de Nagasaki. Et alors je suis allé au Japon il y a quelques années, j'avais prévu d'y aller, et bon ça s'est pas passé comme j'ai voulu. Donc j'aimerais bien retourner au Japon pour photographier cette île. C'est vraiment, je pense, le dernier lieu vraiment mythique que j'aimerais faire. Alors il y a plein de lieux là, un château dans l'Eure où j'ai pas encore eu l'occasion d'aller, mais bon, je peux y aller le week-end prochain. D'ailleurs, en l'occurrence, je vais y aller le week-end prochain. Mais voilà, des lieux un peu lointains, un peu voilà, qui font rêver. À part celui-là, bon, j'ai pas. Je suis allé en Namibie photographier Kolmanskop, en Argentine photographier Epequen. Donc ça, c'est des lieux. En Bulgarie photographier Buzluza, en Norvège photographier Pyramiden. Donc ça, c'est des lieux extraordinaires. Mais bon, voilà, c'est fait entre guillemets. J'aime pas cette notion de cocher, mais voilà, vu qu'on en parle. Mais quand tu en parles, tu as déjà, chers amis à l'écoute, on voit les yeux qui pétillent de Jonc là, quand il parle de ces lieux emblématiques. C'est une passion, clairement. Moi, je fais pas ça. Enfin, c'est vraiment une passion. C'est devenu mon métier, mais d'ailleurs, c'est parti d'une passion. Et c'est donc un métier passion maintenant. Mais bien sûr, hein, j'adore ce que je fais. Et j'espère pouvoir continuer à faire ça vraiment le plus longtemps possible, parce que c'est une activité extraordinaire pour moi. Alors, on peut révéler qu'effectivement, la photographie, c'est depuis 10 ans. Photographie urbex. Je fais des photos de lieux abandonnés depuis bientôt 11 ans, c'est ça. Aujourd'hui, tu as une galerie également? Voilà, une galerie à Paris. Sur quelle Valmy? Sur quoi, pardon? Quelle Valmy? Pas très loin, rue Jacques Louvel-Tessier, c'est vers métro Goncourt. Ouais. D'accord. Et donc, c'est une galerie que j'ai appelée Galerie Nature Forte. Et en fait, au début, je voulais ouvrir un showroom pour mes photos. C'est quand même un bel espace, donc je me suis dit que c'est dommage de montrer tout le temps mes photos. Donc, je me suis dit, je vais ouvrir une galerie. Et bon, pourquoi ouvrir une galerie, on va dire, entre guillemets, classique? En plus, il y en a déjà des centaines à Paris. Donc, j'ai voulu lui donner un thème. Alors, évidemment, je lui ai donné le thème de mes photos. La nature forte. Et du coup, en plus de... Donc, sur l'environnement. Voilà, sur la force de la nature. Et en plus de simplement être un thème de galerie, c'est aussi un concept artistique que j'essaye de lancer aussi, voilà, avec mes petits bras. Mais voilà, j'essaie de lancer le genre artistique à la nature forte, comme peut être la nature morte. La nature morte, c'est un genre qui se décline en peinture, en dessin, en illustration, en photo. Et j'essaie de faire de la nature forte un genre aussi à part entière. Donc je cherche, entre guillemets, je les cherche pas vraiment, mais je les trouve en me baladant
Donc j'essaie d'en faire un genre. Donc je cherche des peintres, des sculpteurs, des illustrateurs, des photographes, des dessinateurs sur ce thème de la nature forte. Alors j'ai déjà annoncé une dizaine d'artistes. Et voilà, mis bout à bout, j'espère que voilà, le spectateur comprend ce qu'est la nature forte. Et ouais, j'essaie d'en faire vraiment un genre. Et d'amener ça en dehors des murs de la galerie, parce que la galerie, bon, ça reste une galerie parisienne, ça fait 30-40 mètres carrés, on ne peut pas non plus faire grand-chose. Donc mon gros projet, c'est de faire des hors les murs, des expos dans des institutions à droite à gauche sur le thème de la nature forte, et là où j'amènerai mes collègues photographes, peintres, sculpteurs, dessinateurs, sur ce thème vraiment en nature forte. Et voilà, ça c'est mon gros projet maintenant, alors tout en continuant à faire mes photos. Un festival? Alors, tu es habitué des festivals aussi, je crois. Oui, j'ai créé un festival de graffiti qui s'appelle Gravity et dont le thème est la gravité de la situation écologique. Donc on reste toujours sur la nature et l'écologie, qui est quand même voilà, on va dire une de mes pas passions, mais on va dire c'est en moi depuis toujours cette sensibilité écologique. Donc voilà, ce festival tourne aussi autour de ça. Et donc voilà, Gravity, donc c'est un festival qui a connu 3 éditions. Qui se passe à la Fondation Good Planet de Yann Arthus Bertrand dans le Bois de Boulogne à Paris tous les ans. Cette année, il n'y en a pas. On n'a pas trouvé de sponsor. C'est toujours très compliqué de trouver des sponsors. Donc malheureusement, cette année, il n'y en a pas. Il devrait y en avoir la 4e édition l'année prochaine. Mais donc voilà, ça effectivement, c'est mon petit bébé, c'est Gravity. Bienvenue au club. Ouais, on est nombreux dans ce cas à galérer un peu à trouver des sponsors, ouais, c'est sûr. Donc galeriste, photographe, directeur artistique de festival, on va le nommer comme ça. Voilà. Éditeur. Aussi, oui, cette année sort mon 10e livre, il me semble. J'ai fait les quelques premiers avec des maisons d'édition. J'ai dû travailler avec 4 ou 5 maisons d'édition. C'est toujours très bien passé. Mais voilà, il y a toujours une petite concession à faire par-ci par-là, un temps fou à démarcher, un retour financier proche de zéro. Donc voilà, pour diverses raisons, un jour, je me suis dit, allez, je vais me lancer, c'est pas compliqué. Enfin, j'ai un graphiste, j'ai un imprimeur. Alors, la grosse mission, c'était de trouver un distributeur que j'ai trouvé. Donc ça, c'est génial, parce que mes livres sont à la FNAC, partout. Donc, effectivement, j'ai monté une maison qui s'appelle Tempus Fugit. Donc, on reste aussi sur voilà, le temps qui fuit, le temps qui passe. Donc, c'est toujours cette notion de temps qui est vraiment l'essence de mes photos. Et donc voilà, bon, j'ai publié surtout mes livres, 2 autres livres, pas par voilà, c'est plus par manque de temps que j'ai pas fait d'autres projets, mais j'aimerais bien faire voilà, publier d'autres gens, mais bon, pour l'instant je manque de temps là. Tu manques de temps, tiens, comment ça m'étonne. Jean, la photographie, ça n'a pas toujours été toute ta vie, et par le passé, je crois que tu avais une activité complètement différente. Trader. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené du trading à la photo? Comment c'est passé? Quelle passerelle? Quelle rencontre? Qu'est-ce qui t'a pris, quoi, en fait? Qu'est-ce qui m'a pris? Je me pose la question parfois, mais non, je regrette pas une seconde. Mais bon, alors je faisais de la photo bien avant la finance. J'ai commencé, voilà, je devais avoir 10-11 ans. Et donc je me suis retrouvé j'ai fait une école d'ingénieur, je me suis retrouvé dans la finance, j'ai fait du trading pendant 10 ans. Et alors, justement, j'ai commencé à photographier des lieux abandonnés pendant que j'exerçais ce métier. Et puis voilà, les choses ont un peu grossi. J'ai sorti mon premier livre, un deuxième. Puis voilà, je voyais que... Donc tu as fait les deux en même temps? J'ai fait les deux en même temps pendant quelques années. Et puis à un moment, voilà, ça faisait 10 ans que je faisais ça. J'étais arrivé à un point où je me disais que la perspective d'évolution était moins intéressante que ce que j'avais accompli pendant 10 ans. Donc voilà, puis j'avais la photo à côté qui commençait vraiment à prendre de la place. J'avais fait des belles expositions déjà, donc un livre ou deux déjà, donc je me suis dit, allez, je tente. Sachant que voilà, tout le monde me disait, au pire, ouais, tu reviens dans la finance. Hein, sachant que moi, quand je suis parti, jamais de la vie, c'était une option de revenir. Je crois que c'est un secteur où il faut vraiment être dans le jus, et quand on en sort, c'est très dur de reconnecter les wagons. Donc non, j'ai jamais songé même. Je pense que d'ailleurs ce que je disais à l'époque, c'est non, je posturais plutôt pour être vendeur au rayon photo de la FNAC sans aucun dénigrement de métier. Hein, c'est un métier très bien. Il y a plus de rayon photo. Oui, voilà. Mais si, il y en a encore un petit. Mais voilà, je préférais trouver autre chose dans le secteur de la photo que retourner dans la finance. Mais donc voilà, ce qui m'a pris, c'est que
un peu marre, avoir fait le tour, perspective d'évolution pas terrible, et puis la photo à côté, voilà, qui marchait bien, j'avais un peu de quoi voir venir, donc je me suis dit allez, je tente. Bon, maintenant ça fait 6 ans, voilà, donc comme je disais, je regarde pas une seconde. Là, chaque année est meilleure que la précédente, donc a priori, il n'y aura pas de retour ni de rayon Fnac. Alors, du trading à la photographie et en passant par les graffitis. Voilà, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la base de. En fait, moi, donc, je disais, je faisais de la photo. Le street art. Voilà, je faisais de la photo même donc avant la finance, et un de mes sujets de prédilection, c'était le street art. Donc, je me baladais dès que j'avais un jour, le week-end, tout le temps, je me baladais dans la rue, je faisais des photos de street art. Dans mes voyages aussi, je photographiais beaucoup de street art. Et un jour... C'était juste une passion comme ça. Une passion comme ça. Et un jour, je me suis dit, j'aimerais bien trouver des œuvres un peu plus inédites. Et j'ai appris que les graffeurs allaient souvent dans des lieux abandonnés pour peindre. Et du coup, avoir plus de temps pour faire des peintures plus grandes, plus belles. Dans la rue, quelqu'un qui peint, il a toujours peur de se faire attraper. Enfin, on fait jamais grand-chose de terrible dans la rue, sauf sur des murs Lego. Mais à l'époque, il y en avait beaucoup moins. Des murs Ah oui, des murs Lego, voilà, des murs avec autorisation. Et donc, j'ai commencé à fréquenter les lieux abandonnés pour trouver justement des peintures. Et à force de fréquenter ces lieux, de les visiter, j'ai appris à aimer ces atmosphères. Je me suis rendu compte que j'adorais justement m'y retrouver, déambuler, regarder un peu les traces de vie. Et donc, je continuais à en visiter. Alors, plus forcément justement pour chercher des graffitis, mais pour les lieux eux-mêmes. Et encore après, avec le temps, c'est en faisant qu'on apprend et qu'on se rend compte de ce qu'on aime. Et c'est en continuant à visiter des lieux, je me suis rendu compte que vraiment ce que je trouvais fascinant dans ces lieux, c'était de voir l'impact du temps qui est passé. Donc voilà, ce que je disais tout à l'heure, la peinture écaillée, le fer rouillé, la nature qui revient, le verre cassé. Et donc ce que je cherche, j'appelle ça des capsules temporelles, c'est-à-dire c'est des lieux où le temps s'est arrêté. Alors, chaque fois que je dis ça, je trouve ça bête parce que le temps, s'il y a bien une chose qui ne s'arrête pas, c'est le temps. Mais en tout cas, il n'y a pas d'intervention. Surtout là, au micro de Tokyo Radio, voilà. Parce que tu parles très très vite. Oh là là. Je t'avais dit de me temporiser. Il faut me faire des petits gestes comme ça. Ouais, ça, c'est la passion. Moi, quand je parle de ce qui me passionne, je débite. Je vais faire un effort. Donc voilà, c'est passé du graffiti dans la rue au graffiti dans les lieux abandonnés, aux lieux abandonnés et aux lieux abandonnés repris par la nature. C'était un peu le cheminement qui m'a amené. Et pour le coup, maintenant, ce sujet-là que j'ai trouvé, qui me correspond à 100%, je pense qu'il va me durer ad vitam aeternam, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment j'ai trouvé vraiment mon sujet qui me correspond, qui me passionne, qui est vraiment la conjonction de plein de sensibilités. Est-ce que tu participes à des causes, à des événements engagés autour de l'environnement? Alors autour des tu causes, parlais de Good Planet. Voilà, déjà mon festival, c'est un peu un engagement parce que c'est tout à fait bénévole et il y a toujours c'est pas que du graffiti, il y a des tables rondes, des rencontres, donc on contribue à faire parler un peu de la cause. Sinon, c'est pas la cause environnementale, mais tous les ans, je donne une photo pour la même organisation à Rennes, qui est mon école, la ville de mon école d'ingénieur. Donc je donne une photo tous les ans pour une vente aux enchères qui se vend à chaque fois à un prix, j'ai du mal à comprendre. Ça se vend 4 fois moins cher sur mon site, donc les gens sont vraiment, engagés. Alors peut-être qu'ils connaissent pas mon site non plus, mais en tout cas, j'ai dans cet engagement tous les ans depuis quelques années. Sinon, quand je suis sollicité, oui, je donne, mais je suis pas tant que ça sollicité sur... Si, là, j'ai donné une photo pour un projet sur des skateboards. Mais bon, ça c'est pareil, l'engagement ça prend du temps et mon festival me demande déjà un temps fou, donc c'est bien comme ça. Ouais. T'as une idée de la programmation du prochain festival? Bah oui, à chaque fois c'est vraiment, c'est le line-up, c'est la sélection d'artistes, donc on essaie de trouver des gens eux-mêmes engagés. C'est pas que des gens qui vont peindre sur un thème donné, donc qui est la gravité de la situation écologique, mais aussi on essaie de trouver des artistes qui font ça aussi parce que ça leur est propre, donc des artistes engagés sur un thème engagé, donc c'est assez dur à trouver. Sachant qu'aussi on essaie de trouver des artistes plus ou moins locaux, parce que ça n'a pas de sens de faire venir des Brésiliens ou des Japonais, donc c'est tout un travail de trouver des artistes qui cochent un peu toutes les cases. Et donc là, comme il n'y a pas d'édition cette année, on est un peu en pause pour pouvoir sélectionner des artistes, mais on va s'y remettre. J'ai bon espoir qu'il y ait une édition au printemps 2025, donc on va s'y mettre dès septembre.
J'avais organisé en 2023 une conférence sur la responsabilité du photographe, et particulièrement du photographe environnemental. Tu es complètement concerné, tu voyages beaucoup pour photographier justement cette nature qui reprend ses droits. Comment l'appréhendes-tu, ton impact carbone? Alors déjà, mon impact, je l'appréhende. Je suis tout à fait conscient que voyager génère un impact carbone néfaste. Hein. J'ai énormément diminué depuis le Covid par la force des choses, puis par des contraintes familiales, on va dire, de bébés qui naissent les uns après les autres. Les joies familiales, tu veux dire? Voilà. Oui, c'est pas les contraintes, c'est les joies, bien sûr. Les joies prennent le dessus sur les contraintes. Mais du coup, alors moi, je pars du principe aussi qu'après, si on fait rien, on peut faire des choses depuis son bureau, mais moi, mes photos, malheureusement, je peux pas les faire. J'ai trouvé un sujet qui me semble être pertinent pour parler de la relation entre l'homme et la nature, de la force de la nature. Donc, pour éveiller les consciences. Voilà, pour éveiller les consciences. Alors on dit toujours que, je sais plus quelle est l'expression consacrée, mais il faut aussi faire ce qu'on dit. Mais je suis pas le premier photographe à travailler sur la cause environnementale qui voyage pour faire ses photos. Hein. Je serai pas le dernier. Non, c'est sûr. Mais voilà, ce que j'en pense, c'est que déjà j'ai drastiquement réduit. Les années avant le Covid, je voyageais vraiment. C'était assez monstrueux. Hein. Je pouvais faire un voyage par mois, enfin un gros voyage par mois. Là, depuis le Covid, j'ai dû faire 2 voyages en voiture en Allemagne, en Italie. Donc, d'après toi, comment la photographie contribue à la transformation du monde, et à ton travail particulièrement, je pense, contribue à la transformation du monde? J'espère déjà que fait état de la transformation du monde déjà. J'espère que c'est le cas. Comment ça y contribue? Moi, c'est ce que je dis parfois. J'espère que en montrant ces photos, j'apporte une petite pierre à un édifice. En fait, on est plein même d'artistes, sans parler de photographes. Il y a des peintres, il y a tout un tas d'artistes qui travaillent sur ce sujet-là, sur cette cause-là. Et j'espère que quand le spectateur qui voit à gauche telle chose, à droite telle chose, qui va mettre un peu tout ça bout à bout et qui va commencer à cogiter. Là, je pense que ces 5 dernières années, il y a une explosion de la prise de conscience du nombre de gens qui parlent. Donc, vraiment, j'ai l'impression qu'on va dans le bon sens et que peut-être que c'est assez dur d'être optimiste quand on voit d'autres choses, de déforestation, même de dérèglement, même les inondations quotidiennes, c'est dramatique. Hein. Mais bon, ça c'est un process de long terme qui s'est engagé. C'est pas en montrant une photo qu'on va changer quoi que ce soit. Mais j'espère que mon travail mis côte à côte avec des milliers d'autres fasse prendre conscience au spectateur qui lui fait pas forcément juste et acteur de. Peut-être qu'il va couper l'eau, peut-être qu'il va éteindre la lumière, peut-être qu'il va aller en vélo au travail, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je suis conscient qu'à mon échelle, j'ai aucun impact, hein, clairement. Mais j'espère que c'est une petite pierre à l'édifice, quoi. Ou tout simplement respecter là où il va. Là où Là où il va. Qui ça? Le spectateur. Ah bah oui, respecter. Oui, chacun est bien libre. Moi, j'ai jamais donné de leçons, j'ai jamais. Ce que j'ai tendance à faire, c'est montrer mes photos, dire ce que c'est pour moi, et après je laisse. Moi, je donne pas de leçons. Je suis aussi tout à fait apolitique. Je laisse chacun libre. Je supporte pas qu'on me dise quoi faire, donc je vais pas dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Il y a pas de problème. Et y a-t-il des lieux où tu aimerais retourner pour voir l'évolution? Ou l'as-tu déjà fait peut-être? Alors, absolument, c'est une très bonne question. Alors malheureusement, il y a des lieux où je peux pas retourner. Quand je vais au Japon, je vais pas y retourner, mais il y a des lieux assez proches de Paris où je retourne assez régulièrement et où je vois justement effectivement la nature qui revient petit à petit, à chaque fois un peu plus. Notamment, il y a un lieu que j'aime bien où il y a un lampadaire et le lierre monte sur le lampadaire petit à petit, et là on est arrivé au point où le lierre a envahi le bulbe tout en haut, et c'est assez impressionnant de voir qu'il suffit de quelques années pour que la végétation reprenne vraiment, et je pense que l'étape suivante, c'est que le poteau soit rongé, qu'il s'écroule, et comme je disais tout à l'heure, une fois par terre, il va, avec
les couches de feuilles chaque année qui va s'accumuler, une espèce d'humus va se créer et c'est qu'une question de temps pour que ce lampadaire soit au final sous terre. Et voilà, franchement, ça, c'est le genre de choses qui, je trouve, c'est hyper fort, quoi. On a construit quelque chose et dans X années, cette chose aura disparu. Je trouve ça fou. Là, tu as découvert ta passion à travers cette photographie. Est-il possible que ton métier photographique évolue vers d'autres activités dans cette même veine? Aujourd'hui, tu photographies ces lieux-là. Peut-être que demain, ce sera d'autres types de lieux, moins urbains, moins historiques, mais qui feront état de la même façon de l'évolution de notre société. Alors, il y a plusieurs parties à cette question. Déjà, le type de lieu, déjà, je photographie tout type de lieu. J'adore les ruines, j'adore les vieilles pierres. Il y a une âme, il y a un cachet. Quand je visite certains lieux récemment abandonnés, alors il y a beau y avoir un petit peu de lierre par-ci par-là, souvent je sors pas mon appareil parce qu'il n'y a pas ce cachet, il n'y a pas cette âme. Moi, j'aime bien vraiment quand on sent, quand il y a vraiment, voilà, on sent qu'il y a quelque chose de fort. J'ai visité une usine récemment. Alors il y avait dans une pièce, il y avait un petit arbre qui commençait à pousser, mais c'est une pièce carrelée toute blanche. J'ai vraiment pas songé une seconde à sortir l'appareil parce que voilà, il y avait pour moi aucun cachet. Mais la première partie de ta question, c'était est-ce que je vais continuer à faire ça? Alors même si c'est que pour le plaisir, j'espère pouvoir continuer à faire ça. Après, en termes de ce que je montre, en termes de voilà, la galerie déjà, c'est une nouvelle activité et via l'angle nature forte. Moi, évidemment, quand mon idée avec les expos dont je parlais tout à l'heure, Nature Forte, évidemment, c'est de mettre mes photos dans ces expos, pas que, comme je l'ai dit, mais de continuer à montrer mon travail via ce concept. Mais moi, par exemple, je cherche plus du tout à faire d'expos solo, jonque, mais vraiment, je préfère essayer de mettre en place des expos collectives. Donc j'ai tendance à continuer à photographier, mais à peut-être moins mettre en avant mon travail personnel, mais plus le concept nature forte et une espèce de travail collectif sur ce thème-là. Donc voilà, j'espère pouvoir continuer à faire ces photos. L'envie, clairement, elle est là, et je pense qu'elle sera encore là très longtemps. Mais après, de ce que je montre, de ce que voilà, je pense que ça va un peu bifurquer vers la nature forte et quelque chose de plus global et plus plus conséquent, plus pertinent en termes d'envergure. Dans un mouvement collectif voilà. Et engagé. Et un concept, le concept de mes photos, mais au sein d'un quelque chose de plus large et plus conséquent. Ouais. Alors, nature forte, Gravity, pourquoi ces noms? Gravity, déjà, c'est parce que c'est un jeu de mots assez évident entre graffiti et gravité. Donc voilà, c'est un festival de graffiti sur le thème de la gravité de la situation écologique. Donc le mot gravity m'est venu tout de suite. Et Nature Forte, il a fallu trouver un nom à la galerie. Et puis voilà, qu'est-ce qui montre mes photos, c'est la force de la nature. Qu'est-ce que je trouve fort moi dans ce thème, c'est montrer que la nature est plus forte que nous. Donc il y a toujours cette idée que nous on n'est pas grand chose en fin de compte face à quelque chose de bien plus puissant que nous. Donc Nature Forte, j'ai trouvé tout le monde m'a dit non, il faut que ta galerie s'appelle avec ton nom. La plupart des galeries c'est le nom, mais moi je trouvais ça, déjà j'aime pas trop me mettre en avant, de la même manière que j'ai changé le nom de ma maison d'édition. Au début j'avais appelé Jonque Édition et j'ai jamais aimé. Et tout comme tu t'appelles Jonque. Voilà. Jonque, oui, ça c'est bon. C'est sûr qu'on n'en a pas parlé, mais je suis passé aussi par la case où j'ai moi-même peint. Donc c'était mon nom de graffeur. Mais voilà, Nature Forte, ça m'a paru clair et impactant. J'ai essayé de t'en faire parler tout à l'heure, mais tu m'as ramené à la photographie tout de suite. Ah, c'est vrai? Pardon, oui. pardon. On a une discussion fluide qui peut bifurquer. On pourra en reparler après. On a encore du temps. Parlons-en, tiens. Donc, de cette période de graffeur. Cette période, donc c'était à l'époque où... Alors ça, c'est 2013, 14, 15. Et donc, c'était l'époque où j'étais dans la finance, où je photographiais donc aussi tout un peu street art dans la rue, où je voyageais beaucoup aussi pour, on va dire, du tourisme, entre guillemets, classique. Et donc, ça a été une période donc très, très dense, très, très riche. Mais cette période, justement, où j'ai moi-même peint, ça a été, je pense, vraiment la période la plus heureuse de ma vie.
parce que, en fait, là, je pense que s'il y a des graffeurs qui nous écoutent, ils vont comprendre. C'est qu'en fait, quand on peint, et a fortiori dans des lieux... J'en connais déjà au moins un. Ah bah oui. Bon, je sais pas si on peut le qualifier de graffeur, mais bon, en tout cas, oui, il va comprendre, ça c'est sûr. En tout cas, voilà, quand on peint dans un lieu où on n'a pas le droit de peindre, il y a une espèce d'adrénaline. Et d'ailleurs, on pourra y revenir parce que l'urbex, dont alors je rebifurque, désolé, mais ce que je fais aujourd'hui, bon, on peut le mettre dans la case urbex, mais au tout début, je faisais vraiment de l'urbex, c'est-à-dire l'exploration urbaine, explorer les tunnels de métro la nuit, les catacombes interdites, les toits de Paris. Ça, c'était de l'urbex. Ça, je l'ai fait pendant quelques années. Ça, c'était vraiment de l'urbex pur. Alors, du coup, j'ai perdu le fil. Voilà, le graffiti. Donc, là, voilà, c'était l'adrénaline qui était le fil rouge. Et donc là, cette époque-là, j'avais une adrénaline, mais incroyable quand on est la nuit, quand on essaie de rentrer dans le métro la nuit, qu'il y a des rames de service qui passent qu'on n'avait pas prévu. Enfin, c'est une adrénaline incroyable. Et donc, ce que je cherchais moi aussi à l'époque avec le graffiti, enfin, ce que j'ai trouvé plutôt, c'était une adrénaline vraiment extraordinaire. Et ça, je suis pas sûr de l'avoir déjà retrouvé, même en infiltrant Baïkonour, en fait. Parce que quand j'infiltre Baïkonour, je sais que je fais rien de mal. Voilà, à part passer par une fenêtre ouverte, faire des photos de quelque chose dont je suis pas censé faire des photos. Mais par contre, quand on pénètre dans un lieu pour peindre, là on détériore. Là, si on se fait attraper, c'est pas pareil. Donc là, j'avais vraiment une espèce d'adrénaline, et je pense que c'est quelque chose moi dans ma vie qui est important, l'adrénaline. Et j'ai jamais retrouvé ça. J'ai jamais retrouvé ça après. Et donc cette période, ça a été vraiment une période très riche, très forte, et ça a été assez dur. Il y a un moment, je pouvais pas tout faire. Je pouvais pas continuer à peindre, faire des photos, voyager, travailler, mon boulot d'avant. Donc voilà, je me suis vite rendu compte que aussi le côté technique, j'ai fait ça pendant peut-être 2 ans. Je me suis amélioré beaucoup sur cette période-là, mais voilà, j'étais à des années-lumière du résultat que j'espérais. Et ça, encore une fois, les graffeurs qui vont m'entendre, ils vont comprendre que c'est hyper dur à manier le spray, c'est une technique dingue. Donc voilà, je me suis dit, allez, je préfère rester avec la photo, ça fait des années que je fais ça, c'est plus tranquille aussi, il y a moins de pression, il y a moins de risques. Mais voilà, c'est aussi pour ça que j'ai toujours voulu garder mon nom de graffeur, parce que du coup, je suis toujours un peu là-dedans, malgré le fait que j'ai arrêté. Mais c'est une manière de toujours avoir un pied dedans, enfin, sachant que j'ai toujours plein de potes graffeurs, je suis toujours, il y a mon festival, c'est un milieu que j'ai jamais vraiment quitté, mais en tout cas plus en tant qu'acteur, vraiment plutôt spectateur et acteur, voilà, festival et autres. Donc, chers amis, vous pouvez retrouver les posts de Jank sur Instagram avec Jean-Jank et avec 4K. Exactement. Pourquoi 4 ? Parce que 1, ça devait déjà être pris, 2 aussi, 3, j'ai voulu éviter, voilà, et 4, voilà, c'était l'étape d'après, quoi. Il n'y a pas spécialement de raison. Donc cette période, tu étais trader le jour et graffeur la nuit. Exactement, explorateur de tunnels, de tunnels de métro, de catacombes, de toits de Paris. Et tous les week-ends, j'allais en friche. C'était vraiment une période très, 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 très dense, très, très fatigante. Tout à l'heure, on parlait comment nommer ton métier et tu me disais photographe, mais finalement explorateur, c'est bien aussi, non ? Oui, tout à fait, explorateur. Enfin, moi, quand j'étais petit, je rêvais d'être archéologue. Il y a un côté aussi... j'adore les vieilles pierres. Quand je suis allé au Cambodge, j'ai passé une semaine à Angkor parce que voilà, c'est extraordinaire de voir ce genre de choses. Donc j'adore vraiment les vieilles pierres. Et voilà, l'exploration, c'est vrai que les lieux que je visite, j'aime bien aussi déambuler, essayer de comprendre comment, voilà, quel était le rôle de tel ou tel lieu. Quand je visite une usine, alors ça c'est mon passé je suis ingénieur en mécanique à la base, donc j'adore essayer de comprendre telle ou telle machine, à quoi elle servait, telle ou telle ligne, comment se passait la production. C'est vraiment explorer, regarder, observer, j'adore. C'est aussi tes études d'ingénieur. C'est ça, oui, tout à fait, c'est ce que je disais. Je pense que du fait que je sois ingénieur en mécanique, j'ai une certaine on va dire bagage qui me permet de comprendre ce qui peut se passer dans certaines usines. Et j'aime beaucoup essayer d'analyser ça. Et il n'y a pas que la photo. La photo, c'est vraiment à la limite, c'est mécanique, je réfléchis même plus, mais j'aime bien me promener, regarder. Ouais. Quand tu te balades dans Paname ou ailleurs, n'importe où ailleurs, t'as ce réflexe d'observer tout le temps, Alors, de voir peut-être ce que d'autres ne verraient pas.
là où la nature, justement, a repris ses droits? Je pense qu'effectivement, moi, je suis très observateur. Notamment, ça me permet de trouver des lieux aussi. Parce que le fait d'observer, ça aide aussi à trouver des lieux. J'en parlais pas tout à l'heure, mais ça arrive assez fréquemment que je trouve des lieux par hasard. Quand je voyage et que je vois une grille un peu envahie, clairement, c'est une grille qui n'a pas été ouverte depuis quelques années. Donc là, je prends mon téléphone, je mets la vue satellite de derrière la barrière et je vois qu'il y a une toiture éventrée. Donc je vais essayer de trouver donc contourner, essayer de trouver peut-être un trou dans le grillage ou un bout du mur écroulé. Et donc là, il y a tout un aspect justement aventurier aussi, explorateur, mais aventurier, chasse au trésor. On pense qu'il y a un trésor derrière le portail, on va essayer de le trouver. Et ça, c'est un aspect. Mais pour en revenir à la curiosité, moi, j'ai toujours été très curieux. J'aime bien chercher, j'aime bien observer. Effectivement, même dans Paris, ça arrive qu'on voit des choses hors des sentiers battus, même la petite ceinture. La petite ceinture, pour moi, c'est un élément clé de la capitale. Je pense qu'il y a 99,9% des Parisiens qui n'ont jamais mis les pieds sur la petite ceinture. Alors que moi, je trouve ça. On la voit d'ailleurs. Il y a plein d'endroits où on la voit, on la surplombe, où on la voit en haut, et parfois on voit des passants, des gens qui se promènent. Mais je ne suis pas parisien. C'est quoi la petite ceinture? C'est une ancienne ligne ferroviaire qui contourne quasiment tout Paris et qui est désaffectée en fait, je sais pas si c'est interdit, oui. Mais c'est une ligne ouverte, couverte? Non. Par endroit, oui, elle est couverte, mais l'essentiel quand même est à ciel ouvert. Et alors, on peut y accéder par tout un tas d'endroits, tout le long de son parcours. Elle doit faire, je sais pas, ça fait longtemps que je suis pas allé, mais peut-être les 3/4 de Paris ou les 2/3, je sais pas. Alors, certaines portions ont été réhabilitées. Il y a beaucoup de tiers-lieux qui naissent dans ce genre d'espace. Et donc, pour moi, ça, c'est un type de lieu où il faut être curieux il faut trouver comment rentrer. C'est pas forcément très dur, la plupart des portions. Mais voilà, ça, pour moi, c'est un exemple typique d'un lieu où il faut être un petit peu curieux. Et quand on y est, on est hyper content. Il y a plein de gens qui sont pas du tout ni urbexeurs, ni photographes, qui vont se promener même avec leurs enfants, avec leurs chiens, avec leur vélo. Le vélo, c'est un peu compliqué. Il y a quand même des... Comment ça s'appelle? Les traverses, là. Mais bon, c'est assez dur de faire du vélo. Je vois pas. Tu sais, les rails, il y a des traverses, là. Oui, d'accord. Le nom ne me revient pas tout de suite, là. Mais, voilà, donc, ça pour dire qu'il y a assez peu de cyclistes. Mais en tout cas, il y a plein de familles qui vont, et c'est un super endroit pour se promener, quand il fait beau, pour sortir un peu des rues avec les voitures. Donc des lieux végétalisés à Paris qui sont méconnus. Voilà, végétalisés, comment dire, naturellement, entre guillemets, parce que personne n'allait planter un arbre. Alors, certaines portions, si, mais c'est un peu un lieu abandonné. La petite ceinture, c'est un des lieux abandonnés les plus importants de Paris, et c'est très méconnu, en fait. Donc, Parisiens, reprenez la main sur votre cité. Bon, je ne sais pas s'il est bien fait d'en parler, parce qu'il va y avoir une influence. Les millions d'auditeurs de Tokyo Radio vont se précipiter sur la petite ceinture. Mais... Oui, plusieurs millions d'auditeurs, oui, c'est sûr. Bientôt. Exactement. Jean, merci beaucoup pour cet entretien. Avec plaisir, merci à toi. Et c'était incroyable, cette découverte du monde urbain repris par la nature. J'ai encore une question, excuse-moi. Est-ce que vous avez des échanges avec d'autres photographes urbex partout dans le monde? Est-ce que vous formez une communauté? Alors, il y a une communauté. Il y a une communauté à laquelle je n'appartiens volontairement pas. Parce que moi, j'aime bien être tout seul. J'aime bien... très souvent, quand je visite ces lieux, je suis seul. Parce que j'adore vraiment m'imprégner. Enfin, on n'est pas mieux imprégné de ces lieux qu'en étant seul. Ça, c'est... Voilà. Quand je suis dans une usine et que je vois un clampin qui passe au fond, quelqu'un d'autre qui passe à... Enfin, c'est plus du tout la même expérience, en fait. Alors, clampin, c'est pas forcément... Ça gâche ton plaisir. Ah oui. Ça m'arrive d'y aller avec des gens, des amis, des confrères photographes, là. C'est autre chose. Mais alors, en vieillissant, j'ai tendance à regarder de plus près l'aspect sécurité de l'activité. Et donc, clairement, voilà, il y a un certain danger. Ça, d'ailleurs, on n'a pas du tout parlé du danger, mais il y a différents dangers. Et c'est quand même préférable de ne pas être seul. Donc, j'ai tendance, plus le temps passe, à être accompagné d'une personne, souvent d'un ami, soit graffeur, soit photographe, soit ami de promo de l'époque, mais jamais plus d'une personne, parce que pour le coup, après, voilà, c'est plus du tout la même expérience. Et du coup, pour en revenir à la communauté,
j'ai quelques contacts. Il y a un photographe avec qui j'ai tendance à voyager de temps en temps. Un autre, une fois tous les 18 mois. Mais il y a des gens qui échangent. Moi, j'ai tendance à... Alors pareil, il y a l'indépendance dont on parlait hors micro tout à l'heure, mais j'ai tendance à être vraiment dans mon coin et essayer de me débrouiller tout seul. Et j'aime beaucoup chercher ces lieux. Pour moi, je parlais de chasse au trésor, il y a vraiment ça de chercher sur Internet, vraiment essayer de me débrouiller tout seul et après y aller, essayer de rentrer, essayer de trouver le cadrage intéressant. Mais il y a une communauté, hein, il y a des gens qui voyagent, qui vont aller sur un lieu, qui vont arriver à 4 ou 5. Et j'ai même vu des gens qui mettaient leur trépied là où d'autres l'avaient mis avant et faire plus ou moins la même photo. Enfin, ça pour moi, c'est une hérésie totale. Je ne conçois pas du tout de faire cette pratique de cette manière-là. Mais oui, il y a une communauté. J'ai des contacts avec qui je parle de temps en temps. J'échange pas spécialement. De temps en temps, quelqu'un me demande un lieu, je vais lui donner si j'ai confiance en lui, qui va pas y aller avec la terre entière. Ça m'arrive de demander à telle personne, quand vraiment je vois un lieu passer, un lieu qui me paraît dingue, je sais que la personne me le donnera parce qu'elle sait que je vais pas y aller avec 10 personnes et que je vais la donner à la personne moi-même, étant en dehors de ce milieu-là. Donc, le fait d'être en dehors, ça me sert parce que tout le monde sait que je suis indépendant et que je suis tout seul et que je vais pas... Et que tu respectes. Ouais, que je respecte, voilà, surtout que je respecte. Donc, ça me sert parce que, en gros, quand je demande un lieu à quelqu'un, il va me le donner. Alors que c'est vrai qu'on parlait des règles aussi tout à l'heure. Une des règles, c'est de ne pas divulguer. Dans ça, on l'a dit, de ne pas divulguer. Mais voilà, de ne pas échanger, sinon, moi j'ai vu des lieux sortir entre guillemets, dont des premières photos d'un tel château qui commence à être publié sur les réseaux sociaux, et un mois plus tard, le même château qui part en fumée. Ça, c'est le cas extrême, c'est qu'il y a le premier qui y est allé, soit l'a donné à un tel, qui l'a donné à un tel. 2 semaines plus tard, il y a un bus de Hollandais qui arrive à 10 et qui vont à leur tour donner à 10 Anglais qui vont arriver. Et là, et ça, des châteaux comme ça, j'ai des exemples innombrables. Et vraiment, je n'exagère pas en disant qu'un lieu qui a pas été visité, quand il commence à tourner, comme on dit dans le milieu, il peut brûler très vite. Et ça, c'est une catastrophe, parce qu'il y a des lieux, on parlait aussi, que j'aime bien retourner. Et d'ailleurs, il y a un château dans l'Eure où je suis allé très tôt, 2015-16. J'ai pas vu de photos pendant des années. Il s'est mis à être, on va dire, à la mode. Et un mois plus tard, le propriétaire le barricadait parce qu'il y en avait marre que c'est un château qui est sur son terrain. Et il en avait marre de voir des gens arriver chez lui, quoi. Donc voilà, ça c'est un peu les travers des urbexeurs un peu pas respectueux, quoi. Alors tu l'évoquais tout à l'heure. Quels sont les dangers pour toi ? Les dangers, il y en a principalement... Pourquoi te fais-tu accompagner par rapport à quel danger ? Il y en a principalement 3. Le premier, c'est la mauvaise rencontre. Donc, tomber sur un squatter, un junkie, voilà. Alors là, on a beau être 2, ça peut potentiellement rien changer si on tombe sur une bande de lascars. Mais bon, c'est toujours mieux d'être plusieurs. Alors, je suis régulièrement tombé sur des voleurs de métaux. J'ai entendu des coups de masse. Parfois, ça m'est arrivé plein de fois. C'est pas très rassurant d'arriver sur un lieu où on entend des coups de masse dans les murs. Bon, c'est les gens qui cassent des cloisons pour voir s'il n'y a pas des tuyaux à l'intérieur. Donc, bon, moi, ces gens-là, j'en ai croisé plein. Ils me laissent faire ce que je fais. Je les laisse faire ce qu'ils font. Aucun problème. Le deuxième risque, c'est le risque, on va dire, légal, c'est de se faire attraper. Alors, un gardien, un voisin, la sécurité, la police. Je me suis fait attraper des dizaines de fois. Sur je sais pas, peut-être 2000 lieux, donc c'est marginal. Quand je dis des dizaines de fois, c'est pas que je suis un rigolo qui hurle en arrivant sur... Non, je suis hyper discret, mais voilà, sur la masse, forcément, je me fais attraper régulièrement. Et là, j'ai toujours pu dire que, comme je disais tout à l'heure, je suis arrivé par tel endroit. Donc là, j'ai jamais eu de poursuite. J'ai eu affaire une fois à la police parce que vraiment, c'était un gardien hyper zélé qui a voulu faire son travail vraiment dans les règles de l'art et qui a appelé la police, qui a appelé le propriétaire, qui a demandé s'il voulait porter plainte. Du fait que j'avais pu montrer par une usine dans le nord de la France, donc j'avais pu vraiment montrer tel trou dans le grillage, tel trou dans le mur. Donc voilà, j'ai pu montrer que pas de poursuite. Et le troisième risque, je l'ai gardé pour la fin parce que c'est le plus grave, c'est le risque, on va dire l'intégrité physique, tomber dans un trou. Et donc là, c'est surtout pour ce risque-là qu'il vaut mieux être plusieurs, parce que si je tombe dans un trou et qu'il m'arrive rien, je suis quand même au fond d'un trou, donc j'ai besoin que quelqu'un sache. Ça m'est déjà arrivé une fois qu'on me sorte d'un trou. Donc il vaut mieux être 2, surtout pour ce risque-là, de blessure, de passer à travers un plancher, dans les usines. Très souvent, tous les tuyaux ont été enlevés, alors soit par
au moment de la fermeture, soit par justement les gens qui volent du métal. Et il y a partout des trous béants. Et justement, le risque en étant photographe, c'est on regarde son écran, son cadre, et on veut élargir le cadre, on recule, sans trop regarder ce qu'il y a derrière. Et là, le piège est de tomber. Il n'y a plus de rambarde dans la plupart des lieux. Même sans forcément parler d'usines, des châteaux, souvent les rambardes, c'est un des objets qui est pris direct. C'est facile, un coup de meuleuse, boum boum, la rambarde départ. Et c'est beaucoup de métal, une rambarde sur 4 étages de château, donc il y a très souvent plus de rambarde, et voilà, on recule, on tombe dans un trou, et ça peut être très grave. Donc voilà, c'est surtout pour ça que je me fais accompagner. Et on va finir sur une note un peu... On va pas finir tout de suite, j'ai encore une question. Très bien. Super, allons-y. Cette question, elle est liée à la dépendance. On en a parlé tout à l'heure, ta galerie, tes livres, tu t'es lancé dans l'édition, tu as créé ta maison d'édition, ton activité de photographe en tant qu'indépendant. Qu'est-ce que ça représente, l'indépendance, pour toi ? Ça représente, c'est un peu évident, mais la liberté, tout simplement. Puis, c'est pas très original, mais comme je disais, j'ai fait plusieurs livres et plusieurs maisons. Alors ça s'est toujours très bien passé, mais voilà, il faut toujours transiger sur telle couleur de couverture, telle photo, tel texte qu'il faut couper. Alors moi, j'ai beaucoup de mal avec les textes. C'est peut-être mon côté ingénieur, je suis pas du tout littéraire. Et moi, quand j'écris quelque chose, je considère que c'est important. Et je sais pas écrire en 20 lignes ce que j'aurais pu écrire en 2 lignes. C'est mon gros problème, parce que quand on est c'est bien aussi tout ce qui est storytelling. Ça, c'est mon gros point noir, on va dire. Et voilà, je considère que quand j'écris quelque chose, j'ai envie que ça apparaisse dans le livre. Et quand tel éditeur me dit non, ça, c'est pas intéressant, je dis pour moi, si. Sinon, je l'aurais pas écrit. Et donc voilà, j'ai eu c'est marginal, c'est rien, mais rien que pour le fait que dans tel livre il est manqué 2 phrases, je me suis dit j'aurais préféré faire ce livre moi-même. Et donc voilà, puis le côté financier aussi. Alors l'investissement est largement supérieur évidemment quand on fait un livre soi-même, mais voilà, pour l'instant je m'en sors très bien, et tous mes livres enfin pas tous, mais dans l'ensemble déjà c'est rentable, et certains livres sont très très rentables. Donc je suis très content de pouvoir me dire que mon travail quand même voilà, c'est ma manière de vivre. Quand je fais un livre et que ça me rapporte 1 euro par livre, je suis un peu quand même embêté, parce que ce livre-là, c'est quand même important, c'est beaucoup de travail, et j'aurais bien aimé que ça me rapporte un peu plus. Et donc voilà, maintenant, j'ai des livres qui m'ont rapporté 10 000 euros. Donc ça me paraît quand même plus raisonnable quand on sait que c'est son boulot, que ce boulot rapporte quand même quelque chose. Donc voilà, la liberté, l'aspect financier, le temps aussi, j'en parlais un peu, mais c'est démarcher des éditeurs. Cette liberté, elle se traduit par quoi ? Donc tu le disais, là, en fait, ce que j'entends bien, c'est ne céder à aucune contrainte. Voilà, exactement. Ce que j'ai résumé par liberté, mais oui, moi, je suis assez facilement d'accord avec moi-même, donc j'ai du mal à me convaincre que c'est telle photo que je veux pour la couverture. Donc, oui, c'est pas moins de contraintes, parce que quand même, j'écoute aussi, je demande des avis. Il faut pas non plus être le revers de la médaille, c'est qu'on peut aussi s'enfermer, et pas forcément. C'est bien d'écouter quand même des avis extérieurs, de demander des avis, de les écouter. Donc ça, j'essaie de le faire autant que possible. Pas forcément évident, mais bon. Mais non, voilà, c'est moins de contraintes. Tu sais ce que tu veux. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Oui, je sais ce que je veux. Ouais, mais pour moi, après, voilà, il faut quand même faut être ouvert à la critique. Et alors, je suis très ouvert. Je demande d'ailleurs régulièrement des retours. À chaque fois que je sors un livre, je l'ai d'ailleurs dit hier dans une newsletter, j'ai demandé des retours sur le dernier livre qui vient de sortir. Donc, non, vraiment, la critique constructive, pour moi, c'est vraiment essentiel. Et donc, voilà, la liberté. Et puis, voilà, le temps aussi. Je pense qu'on est dans le même cas, c'est que le temps, c'est précieux. Et moi, j'ai pas assez de temps pour faire tout ce que j'aimerais faire. Donc, quand il s'agit d'envoyer 200 mails à des maisons d'édition, adapter la demande aux contraintes de chacun, faire des appels, faire des rendez-vous pour, au final, oui, il faut payer X euros, il faut contribuer, voilà, c'est bon, je me débrouille. Moi, j'ai une graphiste, j'ai un imprimeur, j'ai un distributeur. Au final, j'ai mon traducteur aussi. Je me débrouille. C'est pas si compliqué. Après, voilà, là où je pêche, par contre, c'est le côté commercial. J'ai tendance à pas. J'ai de la chance que mes livres se vendent pas mal tout seuls. Mais je pense que je devrais être beaucoup plus incisif sur tout ce qui est commercial et promotion, et plus ça va, plus je le suis. Mais c'est le nerf de la guerre. C'est bien beau de vendre des livres, de faire des livres, mais il faut les vendre. Et donc faut vraiment diffuser
C'est quoi pour toi le côté commercial? C'est envoyer des communiqués aux médias sur la sortie d'un bouquin. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, je considère que je suis très mauvais en réseaux sociaux. Hein. Il suffit de voir mon Instagram. Hein. Je poste une photo. Je crée pas de contenu exprès. Ça prend un temps fou. C'est même un boulot à part entière. Et non, mes photos, je communique pas assez sur le fait que je vends des photos aussi. Encore une fois, tu prends mon fil et tu vois très rarement je parle du fait que je vends des photos. Donc tu ne te mets pas en avant? Non, ça pas du tout. Commercialement? Non, pas du tout. Ça c'est, mais par manque de temps aussi, hein, parce que je fais les bouquins, le festival, la galerie. En fait, le commercial, c'est un peu le dernier petit truc à faire, mais qui est essentiel. Hein, c'est clair. Tu sais que ce que tu nous dis là est très très révélateur de la difficulté que peut rencontrer un photographe. Bien sûr, un artiste même en général. D'être multi-tool, quoi. Exactement. Il faut se faire travailler, photographier, produire, commercialiser. On parle même pas de la partie administrative là qui est encore. Ça c'est pour le dimanche matin. Notre paire de manches. Ouais. C'est sûr, hein, mais en fait il faudrait faire moins de choses pour le faire mieux. Ça, je suis tout à fait conscient de ça. Mais après, moi, j'ai envie de. La galerie, c'est un projet qui me tient à cœur. Le festival aussi. Faire des livres, moi, depuis que je suis tout petit, j'adore l'objet livre. C'est quelque chose qui fait partie de moi. Donc, j'ai envie de faire des livres. Alors, je me retrouve à les faire moi-même parce que là, c'est la continuité des événements qui s'est présentée comme ça. Et du coup, je me retrouve à faire beaucoup de choses. Alors maintenant, j'ai quelqu'un à la galerie qui m'aide. Donc, ça, c'est quand même un soulagement. Mais j'ai quand même clairement pas assez de temps pour tout faire, mais il faut faire des choix. Mais bon, le commercial, je sais que c'est les textes et le commercial, c'est vraiment les deux points à améliorer. Et pour les textes, travailler avec des auteurs, collaborer avec des auteurs, tu y as pensé? Je commence justement, encore ce matin, tu vois, pas plus tard que ce matin, je recevais une vingtaine de textes d'un auteur pour mon prochain livre. Donc, pour le prochain livre, il y aura 4 auteurs qui vont. Mais si ça, c'est pareil, je commence. Alors, j'ai donc Amélie Gressier, qui est une amie architecte, mais qui écrit. Qui d'ailleurs sort bientôt son premier roman. Et donc, elle m'a aidé sur beaucoup de textes de 2 ou 3 précédents livres. Mais pour le prochain livre, c'est différent. Je fais appel à plusieurs personnes pour vraiment des textes de leur production, quoi, vraiment de leur sensibilité. Pardon. Et alors que là, sur les précédents livres, je la guidais, on va dire, je lui demandais d'écrire sur telle ou telle chose. Là, vraiment, ils ont carte blanche sur telle ou telle photo. Donc, pour mon prochain livre, ce sera la première fois pour laquelle vraiment je vais donner carte blanche à des personnes sur mes photos et intégrer ça à un livre. Donc, j'ai conscience qu'il faut se faire entourer, il faut se faire, quand on ne peut pas tout faire, il faut demander à des gens de le faire pour nous. Donc, des gens qui font bien, si possible. Et ces 4 personnes-là, je pense qu'elles vont faire un super travail. Donc, pour te répondre, oui, c'est en cours. Voilà, donc, chers amis, nous sommes dans la vraie vie du photographe. Et j'espère que cet échange vous inspirera tout autant qu'il m'a inspiré également. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci à toi. Et good luck pour tous tes projets, nombreux. Merci beaucoup à toi aussi. Ils sont nombreux de ton côté aussi, donc bon courage. Merci, à bientôt. À bientôt.